Vostra. On a 15 000 abonnés, donc on engrange de plus en plus de lecteurs. Et surtout, on a de plus en plus de donateurs. Et là, on vient de boucler notre première grande campagne de crowdfunding. Et en fait, on est passé de... on a doublé le nombre de donateurs en l'espace de 1 mois. Donc c'est aussi une donnée qui est quand même assez importante pour un petit média comme le nôtre. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lou Espargilière. J'avais dit que je ferais attention à la prononciation. C'est bien, t'as buté sur le prénom et pas sur le nom qui est beaucoup plus technique. Exactement, donc voilà, ça devait arriver. C'est pas grave, c'est les joies du podcast. Donc Lou, a priori, peu de gens te connaissent dans le monde des médias. En tout cas, t'es un jeune entrepreneur et tu es le rédacteur en chef et cofondateur de Vert. C'est bien ça. Vert, c'est un média sur l'écologie. On va en parler, comme on peut voir sur vert.eco. L'URL, au moins elle est donnée. Vous pouvez aller voir en même temps que vous écoutez cet épisode. Pour te situer, alors je dis que tu n'es pas connu, mais tu travailles néanmoins depuis quelques années dans le monde des médias. Tu es un ancien journaliste, tu étais chez Mediapart. Tu as aussi travaillé chez les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, et chez Reporter. Tout à fait, ouais. Et donc en 2019, donc c'est quand même récent, mais tu as quand même un peu d'aventure que tu vas pouvoir nous raconter, tu lances Vert. Comment ça t'est venu, l'idée de ce média ? Alors j'étais journaliste pigiste sur le spécialiste de l'écologie, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit pour Reporter, les DNA et d'autres titres, dont Le Monde. Et tous les matins, il fallait que je lise 10-12 médias différents pour avoir l'impression d'avoir saisi quels avaient été les principaux sujets sur l'écologie. Et je me suis dit qu'il manquait en fait un média qui fasse ce travail de veille, de revue de presse pour moi. Il se trouve qu'à l'époque j'étais pigiste et pas très très bon pigiste, et j'étais en fait chômeur en fin de droit. D'accord. Et quand l'idée de faire un petit média qui remplisse cet office-là m'est venue, j'ai pas hésité longtemps, et en fait j'ai eu l'idée. Le lendemain, je bricolais un truc sur InDesign, et après je me faisais la main sur Mailchimp, et hop, j'envoyais un premier exemplaire à 50 copains au bout de 48 heures. D'accord. Et donc Vert aujourd'hui, c'est quoi comme média ? Parce que là j'ai cité l'URL, mais on le trouve sous quelle forme ? Alors c'est un média total qui existe sur toutes les plateformes. Non, c'est pas du tout ça. Donc il y a une newsletter quotidienne. Donc ça, c'est notre petit journal, et c'est notre produit en fait. On a une newsletter hebdomadaire, parce qu'il y en a pour qui ça fait un peu beaucoup, un petit journal tous les jours sur l'écologie. Ouais. On a un site internet aussi sur vert.eco, tu l'as dit, où on développe des formats plus longs, parce qu'on s'est vite senti à l'étroit dans la newsletter. Donc on fait des reportages, des enquêtes. Il y a un petit peu de vidéos aussi. Et il se trouve qu'on a fait effectivement des émissions en plateau pendant un petit moment. Et puis on est aussi assez présent sur les réseaux sociaux, où on essaye de faire du contenu un peu natif, parce que les réseaux sociaux sont un endroit où la désinformation sur l'écologie en particulier règne. Ouais. C'est un peu le royaume du greenwashing, et donc nous on considère qu'en tant que jeune média sur l'écologie, on a aussi ce devoir de faire exister une information de qualité, transparente et indépendante sur l'écologie, et sur Instagram, LinkedIn ou que sais-je. Et donc c'est quoi la ligne éditoriale ? Tu parlais tu cherchais quelque chose pour faire de la revue de presse. C'est pas un site de revue de presse, c'est du contenu original que vous produisez. Ouais, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que au tout début, tel que j'ai pensé ce média-là, c'était un petit journal qui avait la vertu de proposer une revue de presse, mais parce qu'il y a en gros des articles relativement courts, des brèves, des formats un petit peu plus longs, des images, de la vidéo pour aller plus loin, des hyperliens. Donc en fait, ça permet dans un format très court de mettre beaucoup d'informations, et donc il y a un peu ce côté revue de presse, quoi. En peu de temps, vous avez accès à beaucoup d'informations différentes. Mais en travaillant l'écriture, on s'est dit qu'on pouvait aussi en faire un outil pédagogique. Et donc, c'est un petit journal où on explique tous les sigles, on fait beaucoup de vulgarisation,
En fait, l'idée, c'est que même des gens qui sont pas du tout experts de l'écologie, et même surtout des gens qui sont pas experts de ces sujets-là, puissent lire facilement en quelques minutes un petit journal qui puisse glisser dans la lecture de plein d'autres titres sur tout un tas d'autres sujets. Ouais. Il y en a pour qui un gros article de Reporter ou du Monde qui va se lire en 10 minutes, ça fait un peu beaucoup sur un seul thème, sur une seule rubrique, entre guillemets, l'écologie. Même si on le verra peut-être, pour moi, il faudrait que ça arrête d'être une rubrique, l'écologie. Et justement, pour eux, ça fait beaucoup. Et en 7 minutes de lecture, c'est la promesse de Vert, et ils ont accès à un journal entier. Et après, ils peuvent poursuivre à l'infini leurs recherches au hasard des hyperliens qu'on leur propose. Vous leur proposez. Il n'y a pas de publicité sur Vert. Il n'y a pas de publicité, c'est un média 100% indépendant. On a voulu qu'il soit en accès libre parce que notre but, et c'est sincère, c'est qu'on a envie que le plus grand nombre ait vraiment accès à une information fiable, simple et de qualité sur la crise climatique, le déclin de la biodiversité et tous les sujets corrélés à ces deux thématiques-là. Et pour rester indépendant et pour parler librement du changement climatique et surtout pas se perdre dans des fausses solutions et qui nous seraient dictées par des annonceurs bizarres, on a refusé la publicité depuis le début et ça restera comme ça. Et tu penses qu'il n'y a pas juste pour un peu te titiller, mais il n'y a pas de possibilité de travailler avec des annonceurs qui soient vraiment clean et tout en gardant son indépendance c'est un modèle quand même qui marche bien d'un point de vue économique, tu vois, parce que c'est dur de lancer un média 2019, 2020, 2021, 2022. C'est hyper dur de se baser uniquement sur l'abonnement. Ça peut aller plus vite avec des sponsors, etc. Il y en a quand même qui sont honnêtes dans leur démarche. Tu vois, je sais pas, des marques, alors peut-être c'est un mauvais exemple, type Respire, tu vois, qu'il y a des cosmétiques qui sont sans... Alors, je sais pas ce que tu penses d'ailleurs de Respire, mais il y a peut-être des... Je connais pas Respire, moi je connais pas bien les marques, mais enfin je connais les plus grandes comme tout le monde, mais non, je pense que c'est possible, mais quand on parle d'écologie, en fait, à peu près toutes les marques ont une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors évidemment, la responsabilité totale n'est pas du tout la même que celle de... J'en sais rien, Respire, mettons par exemple. Une marque de cosmétiques. Donc ça, c'est pas tant la question que, en fait, toutes ces marques-là sont impliquées d'une manière ou d'une autre dedans, et elles vont avoir tendance à vouloir communiquer si elles en font un peu plus pour l'écologie qu'elles en faisaient avant ou qu'en font d'autres. Et nous, on n'a pas les moyens d'enquêter pour savoir si c'est vraiment clean, si c'est hyper transparent et tout. Et surtout, le modèle sur la publicité pour tout un tas de médias, en fait, ça fragilise pas mal parce que en fait, vous pouvez pas écrire sur un sujet qui va déplaire à vos annonceurs, ou en tout cas moins, donc ça restreint votre liberté en tant que journaliste. Surtout que nous, on tape un peu fort sur les entreprises qui sont les plus responsables de la crise, et les grosses entreprises, en fait, elles ont des participations dans des centaines d'entreprises en France, donc on a vite fait, avec des bouts de chaîne, de se retrouver à chaque fois à devoir se taire d'une manière ou d'une autre, effectivement, avec un annonceur. Et je dis pas que sur un autre sujet, c'est pas un modèle qui est valable, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose qui fragilise, et on a vu que les revenus publicitaires de la presse se sont effondrés ces dernières décennies, et donc il y a plein de médias qui avaient bâti leur modèle là-dessus qui sont en train de se casser la gueule à cause de ça. Ouais. Donc on en revient beaucoup de ce truc-là gratuit avec la publicité. Donc une seule ligne de revenus, les abonnements. Les abonnements, alors ça constitue, je n'ai pas le chiffre en tête, mais l'écrasante majorité de nos revenus. Et par ailleurs, on développe de plus en plus de la formation dans les entreprises et dans les rédactions de médias. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand monde en France qui arrive à comprendre ce qu'il y a dans les rapports du GIEC et à l'expliquer simplement à ses contemporains. Pourtant, il y a eu beaucoup de production. Il y a eu beaucoup de production, mais voilà, qu'est-ce qui reste finalement dans l'esprit des gens? Qu'est-ce qui est le plus important une fois que le torrent médiatique, même s'il n'y a pas eu un bruit incroyable autour des rapports du GIEC, mais une fois que tout ça est passé, qu'est-ce qui reste? Quelles sont les informations clés? Quelles sont les solutions, les bonnes et les mauvaises? Parce que le GIEC propose ça aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite à toutes les échelles pour se mettre en mouvement dans la lutte contre le changement climatique. Et donc ça, en fait, il y a plein de gens dans plein d'entreprises qui sont de très bonne volonté, qui aimeraient avoir accès à ces informations-là, et simplement, ils n'ont pas les bonnes sources d'infos dans leur consommation quotidienne. Ils n'ont pas les bonnes formations dans leurs entreprises. Enfin, voilà, le monde de la formation, il y a à boire et à manger, il y a des trucs très bien, il y a beaucoup de trucs très mauvais, et nous, on estime qu'on a vraiment un créneau à prendre, et surtout, ça nous permet, nous, en tant que journalistes, de rester au même niveau que nos lecteurs, en fait, de comprendre ce que les gens comprennent et ce que les gens ne comprennent pas, de prendre un peu le pouls de l'opinion, et ça nous oblige à toujours savoir faire œuvre de pédagogie, peu importe les sujets dont on parle. Donc ça a toutes ces vertus-là. Vulgarisation, pédagogie, expliquer. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Tu parlais de formation dans les rédactions ou dans les médias. Qu'est-ce que vous voulez former sur quoi? Sur les sujets, les comprendre, ou pareil, c'est des explications, rapport du GIEC Alors il y a un peu de tout. Alors on n'a pas une méga offre pour l'instant, mais l'idée c'est vraiment de... Il y a le côté constat, donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans les rapports du GIEC? Quel est l'état du climat aujourd'hui? Quelles sont les données clés? Quels sont les ordres de grandeur et les échéances? Parce que tu vois, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait que le climat s'est réchauffé de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. On ne sait pas à partir de quand on parle, jusqu'où on va, etc.
Et donc, il y a plein de journalistes qui disent, voilà, l'objectif de rester sous 1,5 degré de réchauffement, bah, ils parlent un peu dans l'éther, quoi. Et en fait, quand tu comprends qu'on est déjà à 1,1 et qu'on parle d'1,5, tu captes que cet objectif, il est déjà bientôt pulvérisé. Ouais. Et tu comprends aussi assez vite, plus tu rentres dans le détail, qu'il y a plein de solutions comme la compensation carbone ou des choses qui nous sont vendues de plus en plus, qui en fait sont pas du tout au niveau en termes de temps ou en termes d'impact de ce qui est requis par la crise climatique. Donc déjà, on met ces données clés dans la tête des journalistes. Et ensuite, l'idée, c'est d'interroger ces pratiques. Par exemple, quand on est une télé ou une radio, est-ce que ça a bien un sens quand on parle de changement climatique, de canicule par exemple, de montrer systématiquement des gamins qui mangent des glaces comme si c'était un super bon moment à passer, tu vois, ou alors systématiquement utiliser les images rebattues des ours polaires sur la banquise, tu vois, genre, au bout d'un moment, les gens ils voient un ours polaire, ils ferment les yeux tout de suite, maintenant ça devient insupportable, tu vois, d'utiliser ce symbole-là pour parler de climat. Sachant que les impacts du climat, ils sont généralisés, ils touchent absolument toutes les villes, tous les endroits du monde, tous les écosystèmes. Donc il y a 1 milliard de façons de raconter ça. Et ça, c'est aussi ce qu'on explique aux journalistes, quoi. C'est donc arrêter de toujours prendre les mêmes images éculées, les mêmes lieux aller communs, un peu quoi. plus loin que ces clichés-là, etc., quoi. Ouais, donc il y a ça dans la pratique. Et il se trouve que avec d'autres médias, en ce moment, on est en train de participer à la création d'une charte pour un journalisme écologique. Alors le titre reste à définir, mais c'est une charte qui fixe 13 principes qui doivent permettre à chaque journaliste, et y compris et surtout les journalistes pas spécialistes de l'écologie, d'avoir ces notions-là de faire de la vulgarisation, être transparent sur les sources, apprendre à débusquer le greenwashing, et aussi proposer des solutions. Proposer des solutions. Alors, nous, tel qu'on l'a tourné, c'est enquêter sur les véritables remèdes à la crise. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler de solutions, mais est-ce que c'est vraiment une solution ? Type la compensation carbone, par exemple, qui n'en est pas une. Voilà, type, j'en sais rien, moi, des baskets en plastique recyclé, ok, je sais pas, ça a l'air cool comme ça, dit comme ça, surtout que ça vient des océans, un peu. Mais en fait, c'est quoi l'impact de ce truc-là et à quel point les conditions de production de ces baskets-là sont pas bien pires que celles qu'il y avait avant, tu vois, par exemple. Ouais, okay. Voilà, et ce texte-là, on espère le faire aboutir bientôt, et on travaille avec une trentaine de journalistes de plein de médias. Et voilà, on espère que ça va faire du bruit, ça va un peu interroger les journalistes, nos confrères et consoeurs, sur leurs pratiques. Écoute, tu me diras ça, je serais ravi de relayer ça sur Mediarama. Ça peut servir tous les journalistes d'une manière générale. Vous en êtes où ? Donc là, je disais un lancement en 2019. Vous avez combien de lecteurs réguliers, combien d'abonnés ? Je ne sais pas si tu communiques dessus. Oui, pas de problème pour la transparence. On a 15 000 abonnés à la newsletter quotidienne et hebdo. À la newsletter. Voilà, la newsletter, quoi. Ensuite, sur le site, il n'y a pas un gros trafic parce que c'est un peu l'endroit où on met nos archives. Mais en gros, ce chiffre, en fait, c'est un peu une exponentielle. Donc, on engrange de plus en plus de lecteurs. Et surtout, on a de plus en plus de donateurs. Et là, on vient de boucler notre première grande campagne de crowdfunding. Et en fait, on est passé on a doublé le nombre de donateurs en l'espace de 1 mois. Donc c'est aussi une donnée qui est quand même assez importante pour un petit média comme le nôtre. Ouais, et elle est finie cette campagne ? Alors, elle est finie cette campagne, mais par contre, si vous voulez soutenir un journalisme indépendant et de qualité, on a évidemment besoin d'argent toute l'année. Comme je l'ai dit, c'est c'est notre principale source de financement et de très loin. Et donc, on a évidemment besoin de dons et de dons réguliers surtout qui nous permettent de voir un petit peu plus loin. Parce que là, donc, on s'abonne pas aux médias, on donne. Alors, on peut s'inscrire gratuitement à la newsletter. En allant sur vert.eco. On a l'ensemble des contenus, c'est ce que tu disais, c'est votre mission, tout est en accès libre. Tout est en accès libre. Et on peut donner ce qu'on veut, quand on veut. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que donc il faut que ça soit en accès libre pour que tout le monde puisse le lire. Donc il n'y a pas de barrière tarifaire, de droit d'entrée à cette information-là. Et donc la contrepartie de ça, c'est que les gens qui ont les moyens ou qui ont envie de s'engager et de faire partie du projet, soutiennent le projet. Et donc c'est presque le principe du café suspendu, quoi. On laisse un café pour le prochain. Là, c'est pareil, on permet aux autres d'avoir accès à cette information-là en finançant une rédaction, la vie d'une rédaction indépendante. Et donc là, vous avez fait une campagne et vous avez doublé le nombre de donateurs. Et ce sont des nouveaux, quoi. C'est en plus des anciens. Ouais, c'est ça. On est passé de 500 à 1000. Et surtout, les gens ont fait des très gros dons. Ouais, c'est quoi la moyenne ? La moyenne, c'est combien vous avez levé là sur cette campagne ? Alors notre objectif, c'était 20 000 euros. Vu qu'on n'avait jamais fait de campagne avant, c'est déjà pas mal. Et en fait, on a complètement explosé dans les derniers jours de la campagne. On est arrivé à 32 000. Donc 160% de l'objectif, c'est super. C'était assez impressionnant pour nous. Et en fait, pas mal de gens qui ont vu ce truc-là aussi en disant « Ah tiens, ils sont tout petits, ils arrivent à choper ça. » Ouais, c'est ça. Donc c'était hyper excitant de voir cette effervescence. Et en plus, voilà, on a multiplié par 2 nos dons mensuels récurrents qu'on avait avant.
Voilà, et puis il y a des gens qui ont fait des énormes dons, j'en sais rien, moi, je sais pas ce que c'est les ordres de grandeur des autres boîtes, mais ouais, on avait des dons hyper importants, et il y a plein de gens surtout qui se sont fait les relais de notre campagne, et notamment des confrères et consoeurs de médias plus installés, de gens avec leur petite notoriété, qui sont devenus des relais de la campagne, qui ont participé au truc. Et en fait, il y a toute une communauté informelle qui s'est créée autour de Vert à l'occasion de cette campagne. Et voilà, c'était vraiment un régal, quoi. Donc ça, sans achat média, on a fait un peu de pub Facebook, genre pour que les gens qui sont déjà abonnés genre voient la campagne et qui pensent bien à faire le don, quoi. Mais, on a dépensé 400 € de publicité Facebook. D'accord. Et ça vous permet de tenir combien de temps, ça, 32 000 €? Alors ça, il faudrait voir avec mon associé qui gère les comptes. C'est pas toi qui gères les finances chez Vert? Ouais, non, je connais les ordres de grandeur, mais il faut en faire combien de campagnes comme ça pour l'idée, c'est de faire une campagne comme ça par an, plus une deuxième au moment des fêtes, comme font plein d'autres médias, avec ou pas un nouveau produit éditorial à proposer. Ça, on verra, c'est vraiment à l'avenant. Là, ce qui est dingue, c'est que cette campagne, on n'a pas proposé de nouveaux produits. C'était vraiment contrepartie. On l'a fait sur notre site, donc on doit rien à une plateforme de crowdfunding ni rien. Donc ça, on l'a vraiment fait tout seul avec nos petits bras, et du coup, on a les mains vachement libres par rapport à ça. C'est super cool. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'à chaque fois que tu proposes un truc en plus, et généralement, les petites rédactions, elles sont déjà un peu au bout de leur capacité en termes de temps et d'énergie. Tu te retrouves vite à faire à chaque fois des projets spéciaux, des numéros spéciaux, des hors-séries, parce que c'est ce que tu as vendu un peu aux mecs qui investissent, qui te donnent. C'est ça. Et nous, on est déjà un peu rincés, donc là, c'était plutôt genre, voici qui on est, voici notre proposition de valeur, voici ce qu'on a déjà fait. Et zéro contrepartie. À part, vous êtes trop gentil. Ouais, c'est pas mal. Mais ça montre bien, en fait, l'écologie, c'est pas une thématique comme une autre. Il y a beaucoup plus d'engagement sur l'écologie que sur les montres ou les voitures de sport, c'est évident. Par exemple, le reporter, qui est un peu notre tonton, quoi, dans la presse de l'écologie, c'est aussi en voyant qu'ils ont complètement explosé au tournant des années 2020 que je me suis dit, tiens, en fait, c'est un très bon modèle de faire un truc gratuit en accès libre avec des dons, parce que c'est pas une matière comme les autres, et les gens vont avoir envie de participer à un projet qui permet de mieux informer leur contemporain et surtout mettre une société en mouvement, quoi. C'est quand même pas rien comme mission. Non, c'est quand même pas rien. Vous avez une définition que j'ai vue sur le site, il me semble, un média généraliste sur l'écologie. C'est intéressant parce que tu le disais peut-être tout à l'heure, est-ce que tu vois, toi, la niche s'agrandir, tu vois, est-ce qu'on peut maintenir une échelle de cette taille et rester un média de communauté? Alors je sens plusieurs questions dans ta question. Ouais. Alors il se trouve que donc là je pense qu'on parle à des gens qui connaissent un peu les médias. Donc en gros on est reconnu depuis quelques mois comme un média d'information politique et générale au sens de la CPPAP. Au sens de la CPPAP, du Code général des impôts, etc. Ce qui veut dire qu'on n'est pas un média spécialisé, on est un média généraliste, et c'est bien ça qu'on a fait valoir dans le dossier qu'on leur a envoyé, en disant qu'on parle pas juste d'écologie au sens jardinage et oiseaux, mais on parle d'écologie, on parle d'économie, on parle de philosophie, on parle de politique, on parle de droit, de justice, etc. Et donc, c'est vraiment le truc qui nous anime depuis le début, c'est que justement, il faut vraiment que l'écologie sorte de la rubrique dans laquelle qu'on a mis dans un coin du journal, qu'on regarde pas trop avec le journaliste un peu alternatif qui fait ses trucs chez lui. Au contraire, il faut que l'écologie soit partout, il faut que les gens comprennent à quel point tous les sujets sont liés entre eux. Et ça, c'est un des messages principaux du dernier rapport du GIEC, c'est que climat, biodiversité, justice sociale, les écosystèmes, les sociétés humaines, tout ça est intrinsèquement lié. Et à chaque fois que vous appuyez sur un côté, en fait, ça crée des effets sur toute la chaîne. Et donc, il faut absolument arrêter de croire que l'économie est hors de l'écologie. Ce qui est bien, en fait, un des trucs qui sont à l'origine de la crise climatique, c'est qu'on s'est dit que, en fait, cramer plus ou moins de pétrole, ça posait aucun problème à terme et à aucun endroit du globe. Sauf que maintenant, on capte que, en fait, une voiture qui produit des échappements en France, ça va produire du réchauffement partout ailleurs sur la planète. Et donc, nous, on veut vraiment que l'écologie ne soit plus une rubrique, mais un prisme au travers duquel on considère l'ensemble des sujets, au travers duquel on reconsidère en fait l'ensemble de nos façons de vivre, nos façons de nous déplacer, de consommer, etc. Ouais, un peu comme les Échos le font par le prisme de la finance. Ouais, et les Échos sont pas un mauvais journal sur l'écologie d'ailleurs, ils sont assez bons là-dessus. C'est bien de le dire, je les connaissais pas pour ça, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, donc Vert, c'est pas un média. Comme tu dis, que de militants, etc. Ça reste un média généraliste. Tu peux t'informer sur tous les sujets. Est-ce que alors comme on n'est pas 25 dans la rédaction, à la hauteur de vos ressources, quoi. Ouais, non, en fait, on a un traitement assez politique de l'actualité de l'écologie.
On suit de très près l'action du gouvernement. Il se trouve que voilà, pendant les dernières années du quinquennat Macron, vers à 2 ans et demi, c'est-à-dire on est apparu à peu près à la moitié de son premier mandat, et il se trouve que on a regardé de plus en plus près ce qu'il faisait, et il se trouve que ce qu'il faisait c'était pas terrible quoi. Et il y a plein de gens qui n'avaient pas pris conscience de ça, qui étaient restés sur son slogan Make Our Planet Great Again, et qui se sont dit ah non mais lui il est jeune, il est frais, c'est bon, il fait de l'écologie quoi. Et en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas trop ça. Il est souvent allé vers le moins-disant écologique sur tout un tas de sujets. Et donc nous, c'est notre rôle en tant que journaliste d'être un peu des vigies de l'action du gouvernement, parce que le gouvernement a quand même beaucoup de leviers à sa main, au même titre que les entreprises ou d'autres entités, organisations. Mais simplement, voilà, il faut absolument qu'on arrête de considérer que l'écologie, c'est du jardinage. L'écologie, c'est un sujet qui est aujourd'hui éminemment politique, et les solutions... On parle beaucoup de petits gestes, de gestes individuels, c'est très bien. Il faut agir à toutes les échelles en même temps. Mais l'essentiel de nos émissions est produit à un niveau systémique. Et donc, c'est à l'échelle collective, donc politique, qu'il faut aller regarder. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer simplement à nos lecteurs avec un suivi régulier de l'actu et de la pédagogie sur ce que peuvent ou ne peuvent pas les politiques en la matière. C'est ça, parce que, alors, c'est peut-être un truc vraiment... C'est parce que je regarde en priorité l'écologie, mais c'est vrai que tu as quand même un truc de culpabilisation du citoyen, etc. Et quand tu regardes, effectivement, c'est plutôt les entreprises, les collectivités, etc. Le gros de la pollution, c'est pas... Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de gestes à son échelle, mais on est d'accord que c'est pas là qu'il doit y avoir la culpabilisation, c'est pas là la priorité, quoi. Non, mais je suis d'accord. En fait, il faut vraiment sortir du truc hyper responsabilité individuelle, parce que oui, évidemment, en fait, dans chaque action que vous faites quelque chose de plus ou moins écologique, plus ou moins bon pour la planète. Mais effectivement, c'est hyper difficile en plus pour des citoyens de se dire, mais pourquoi moi je ferais ça alors que Jean Castex il prend un jet privé pour aller voter, parce que quand même, au niveau du symbole, il y a rien qui va. Ouais. En l'espace d'une journée, il a émis autant de CO2 qu'un Français moyen en 6 mois. Et ça, juste pour être capté avec des images un peu tremblantes par BFM TV pour qu'on le voit en train de voter. Enfin, je veux dire, c'est absolument ridicule. Là, il y a un compte Instagram maintenant qui suit le jet privé de Bernard Arnault et qui a montré qu'en un mois, il a émis autant de CO2 qu'un Français en 17 ans. Ouais. Donc, quand on voit ces trucs-là, on se dit bah oui, mais pourquoi moi est-ce que je bougerais? Donc là, il y a un vrai sujet. Ouais. Le sujet, il est pas. Enfin, pour nous, on essaie surtout pas de culpabiliser les gens. On essaie pas de dire aux gens que c'est des criminels de prendre l'avion ou de manger de la viande. Simplement, on explique ce que sont l'impact de l'avion et de la viande. Et on met aussi, on montre aussi toutes les solutions qui sont à un niveau collectif et qui sont le fait des entreprises, qui sont le fait de grands acteurs institutionnels. Voilà, c'est sûr qu'une entreprise comme Total, elle émet autant de CO2 qu'un pays comme la France. Faut le savoir, quoi. Et donc Total est aujourd'hui un des accélérateurs de la crise climatique. Et ça, si les gens n'ont pas bien conscience de ça, ils vont taper sur leurs voisins qui trient pas ces déchets au lieu de s'attaquer au grand méchant, entre guillemets, qui est l'un des premiers pollueurs du monde et qui a une responsabilité monstrueuse par rapport aux individus. Autant que toute la France. Total. Ouais. C'est ça le même ordre de grandeur, c'est toutes les industries 400 millions de tonnes de CO2. Les émissions nationales d'un pays comme la France pendant un an, c'est ce que fait Total. Alors Total vous dira, ils auront leur propre façon de compter. Ouais, évidemment. Le greenwashing, il y a des manières de compter, c'est-à-dire s'ils comptent pas, leur grande spécialité maintenant, ils disent oui, on va réussir à faire, alors ça c'est pas eux, c'est ExxonMobil, un champ de pétrole neutre en CO2. Alors, je sais pas si tu mesures le niveau de greenwashing que c'est. Donc un puits de pétrole neutre en CO2, qu'est-ce que c'est ? C'est un puits de pétrole dont le pétrole a été extrait avec des machines qui fonctionnent à l'énergie électrique. Les émissions en plus, on va planter quelques arbres autour du champ. Et surtout, on ne va pas compter les émissions de CO2 du pétrole qui sera utilisé par les consommateurs. Comme s'il disparaissait. Et que c'était pas la responsabilité de l'entreprise qui a sorti le pétrole de la terre. Et donc ça, Total fait systématiquement ça pour minorer l'impact environnemental de ses projets. Ils sont juste sur l'outil de production, d'extraction. Genre, on a émis tant de CO2 en sortant le pétrole et après le reste, ça nous regarde pas. C'est pas ma responsabilité. Voilà, et effectivement, il y a plein de gens qui sont dépendants de leur voiture aujourd'hui par manque d'alternatives au niveau des infrastructures de transport ferroviaire, de pistes cyclables. Il y a du pétrole qui est produit dans des conditions déplorables et des acteurs qui ont fait en sorte que la voiture électrique arrive le plus tard possible. C'est ça. Et donc on se retrouve avec des gens au milieu qui se disent moi j'ai l'impression de bien faire les choses, mais en fait je suis coincé. Et ils ont raison d'une certaine manière. Mais il faut surtout pas s'arrêter là. Et c'est pas une raison pour ne pas agir à toutes les échelles et à tous les endroits où on peut le faire. Ouais, c'est assez intéressant effectivement de le voir comme ça. Je reviens un peu sur le côté média. Ça n'existait pas un média comme ça généraliste. C'est quoi l'offre de médias sur l'écologie aujourd'hui ? Alors, il y a à boire et à manger. Tu as parlé de Reporter, donc déjà... J'ai parlé de Reporter, qui effectivement... Tonton, je ne sais pas si c'est le grand frère ou le tonton, je préfère être le grand frère. Ouais, en tout cas, c'est le média sur l'écologie qui a plus d'antériorité. Ouais. Il y a le service Planète du Monde, qui fait un super boulot, c'est un très très bon journal sur l'écologie. Il y a le web de France Info,
qui fait un bien meilleur taf que la radio de France Info ou la télé de France Info, mais C'est même pas en la interne, même ils se battent pour essayer de changer un peu les façons de faire. Il y a d'autres médias indépendants comme Blast avec la journaliste Paloma Maurice qui fait des super vidéos. Donc il y a plein de petits médias comme ça qui sont assez bien aussi. Il y a nos potes de Climax qui font une newsletter Tech Trash. Ouais, c'est ça, c'est ceux qui en font des Tech Trash, qui ont donc une newsletter hebdomadaire sur l'écologie. Ils sont très drôles, ils sont très portés sur la technologie et sur le greenwashing. Ouais, c'est super ce qu'ils font. Ils ont une super patte éditoriale en plus. Ouais, c'est ça. Et donc le truc, c'est que ces petits médias-là, en fait, je pense qu'à la différence de leurs ancêtres, de leurs illustres aînés, on travaille ensemble, en fait. On se coalise de plus en plus, on a des projets ensemble, parce qu'on a conscience que seul, on est un petit peu éparpillé, et puis on a des petites audiences morcelées. Mais le but, c'est en fait de créer un véritable écosystème pour pouvoir obtenir un réel poids dans le paysage médiatique. Et en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on va de plus en plus au carton avec les journalistes qui font pas bien leur boulot des grands médias, etc. Toujours avec gentillesse, parce que le but, c'est pas non plus de clouer au pilori des gens et de s'attaquer. Non, il faut plutôt les accompagner, quoi. Ouais, c'est ça. On leur dit, tiens, c'est marrant, vous avez dit ça, mais en fait, c'est pas du tout le bonheur de grandeur. Et genre, ça, c'est pas dans un an, c'est dans 10 ans que ça se passe, etc. Et ça, c'est un rôle, on découvre de plus en plus que, en tant que petit média, à force de bousculer les gros, on finit par provoquer des changements, on provoque des conversations en interne, et en fait, on amorce aussi par la marge des changements dans les gros médias. Et ça, c'est un truc qui est un rôle qu'on se découvre, que moi je découvre sur le terrain et qui est assez passionnant. Qui rejoint ce que tu disais sur les formations, quoi. Quelque part, avoir quelques alliés en interne dans les rédactions qui portent les sujets, puis après venir un peu prêcher la bonne parole. Des journalistes qui font du super taf, il y en a dans tous les titres, même les plus à droite, je veux le croire, même les plus à droite. Mais oui, il y a des gens de bonne volonté partout, et on a certainement pas envie de leur taper dessus, et on a certainement pas envie de clouer au pilori leurs médias. Ce qu'on veut, c'est participer à améliorer le niveau général de l'information sur l'écologie. Et tu vois pas de concurrence, quand même, vous avez des vecteurs de différenciation avec des climax justement dont tu parles, ou Bon Pote. Comment est-ce que vous vous différenciez ? Et on est les seuls à faire un petit journal quotidien sur l'écologie. Et ça nous différencie de plein de gens en fait. Déjà, un journal papier sur l'écologie quotidien, il n'y en a pas à ma connaissance. Alors peut-être qu'il y en a localement ou ailleurs qu'en France, mais j'en connais pas. Et si toi tu les connais pas, a priori c'est... Ouais, c'est ça. A priori, j'ai quand même un peu sondé le paysage médiatique avant de créer Vert. Mais voilà, en fait, c'est ce truc quotidien avec des petits formats courts, faciles d'accès. Et surtout, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'on adore faire des vannes. On fait beaucoup de jeux de mots. Tous les titres de nos journaux envoyés sous forme de newsletter, c'est à chaque fois, il y a un gros jeu de mots. Et donc, il y a plein de gens qui cliquent aussi pour voir à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ça faisait référence et ça les intrigue. Et surtout, voilà, on a ce ton qui nous différencie beaucoup. Alors Climax aussi, ils sont rigolos, mais c'est très bien. L'humour, c'est un super outil à manier quand on parle d'écologie, parce qu'on a vite fait de tabasser les gens d'informations cataclysmiques. Et en fait, les gens se trouvent sidérés en mode, en fait, tout va mal. Anxiogène et j'ai plus qu'à me flinguer ou à fermer les yeux, quoi. Et nous, on veut surtout pas ça, au contraire. Et donc, un peu comme le fait le Canard enchaîné, on met des infos qui sont désastreuses, mais par contre, on le fait avec un peu d'humour. On aime bien moquer un peu les puissants. Tu vois, Jean Castex, c'est devenu un peu notre coqueluche, quoi. On est très déçus que le gouvernement, que Emmanuel Macron l'ait pas reconduit à la tête de son nouveau gouvernement. Vous avez perdu votre coqueluche. C'est ça. Vous allez en trouver d'autres, t'inquiète. Non, mais c'est ça. Mais voilà, ce truc-là, ce ton un peu léger par moment, un peu poil à gratter, c'est quelque chose dont on sait que nos lecteurs apprécient beaucoup, quoi. Ouais. Tu parles justement donc de ces titres. C'est quoi vos formats éditoriaux phares ? Est-ce que vous avez t'as parlé un peu de vidéos, etc. C'est quoi vos grands formats phares ? C'est l'article de 2000 signes qu'il y a 2 fois dans la newsletter, plus des brefs, alors on fait des articles qui sont... On découpe un peu nos articles, on a des versions plus courtes dans la newsletter et plus longues sur le site. Mais c'est vraiment ça, et là ce qu'on développe de plus en plus, c'est les infographies. Parce que quand on parle d'écologie, il y a beaucoup de données, de dates, de données chiffrées, etc. Et c'est un super bon outil, visuellement c'est hyper efficace. Et il y a un peu le format carré qui s'impose un peu partout à la fois. Et comme on est beaucoup lu dans les boîtes mail, sur les téléphones, le format carré il s'adapte bien à tous les supports. Bon, sauf Instagram qui est en train de changer complètement pour devenir une parodie de TikTok avec des formats portraits rectangulaires. Mais voilà, ça on le fait de plus en plus. Et là, on a fait une grosse infographie avec nos potes de We Do Data qui nous a demandé beaucoup de boulot sur comment se décomposent les émissions d'un Français en une année, avec par secteur. Donc c'est basé sur le travail d'un cabinet d'ingénieurs qui s'appelle Carbone 4. Et donc par secteur, donc les mobilités, on voit que la voiture, ça prend une place énorme. L'avion, c'est un gros truc, alors qu'il y a très peu de gens qui le prennent, et surtout qui le prennent régulièrement. La consommation de gaz, qui est un gros truc, l'alimentation et tout. Et donc sur une infographie,
On voit combien un Français émet en moyenne chaque année, on voit quels sont les principaux postes, et surtout la deuxième partie de l'infographie, c'est les gestes de premier secours pour le climat, où justement on dit ce qu'il y a à faire à toutes les échelles individuelles, mais à la fin surtout on dit que l'essentiel des émissions est produit à un niveau systémique, donc il faut s'engager dans un collectif, une asso, ou Oui, voter. c'est ça. Voilà. Se regrouper pour faire pression, quoi. C'est ça. Ça marche un peu les actions collectives comme ça, arrêter de boycotter, pas arrêter de boycotter, arrêter de consommer telle marque ou boycotter. Il y a des exemples d'actions Alors, qui ont bien marché? Moi je suis pas du tout un expert du boycott, mais pour en revenir à Jean Castex et son jet privé, non mais en fait c'est marrant, on est quelques-uns le jour où on l'a vu faire à avoir fait des tweets, et il se trouve que moi j'avais fait un tweet où j'avais calculé le bilan carbone de son aller-retour que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un tweet qui a vachement bien marché, qui a été repris par beaucoup de confrères et consoeurs. Donc c'est une donnée intéressante dans le débat public qui a existé et tout. Et il y a plein de gens qui lui ont posé des questions dessus, notamment RTL. Donc il a été forcé de répondre. Et il se trouve qu'en parallèle, il y a des citoyens d'Alternativa et d'autres organisations qui ont créé une pétition. Ils m'ont proposé de signer, donc j'ai dit oui à fond, je trouvais ça trop Bien marrant, sûr. pour demander à Jean Castex de faire une procuration pour le second tour de la présidentielle. Et je sais pas à quel point cette pétition, ou les tweets, ou les questions qu'on lui a posées dans la presse auxquelles il a été obligé de répondre, ont eu le plus d'impact, mais c'est sûr que toutes ces actions-là coordonnées, côté médiatique, côté citoyen, et ben, on fait que Jean Castex n'a pas pris un jet privé au second tour. Ah non, donc Alors je sais pas si c'est tout à fait ça ou si de toute façon il aurait pris un avion de ligne, mais comme c'est un gros fan de jet privé et qu'il était déjà connu pour ça avant, moi j'aime à croire que c'est toutes ces actions là qui ont eu cet effet sur lui. Et je pense qu'il fera chaud le jour où on reverra un Premier ministre aller voter en jet privé. Ouais, mais c'est un peu hallucinant. Enfin, tu vois, c'est un peu hallucinant. Et je pense que le fait qu'il soit fait attraper, tu vois, péquer, comme on dit chez moi dans le Nord, fait que, bah voilà, un peu, t'es pris dans le truc, tu peux pas refaire une deuxième fois 15 jours plus tard, c'est un peu chaud. Et en fait, il n'y a rien qui va dans ce truc. C'est déjà, enfin, prendre un jet pour une journée, ça n'a aucun sens. Un jet privé, alors lui il dira qu'il n'est pas privé parce que c'est un jet de l'État, mais bon, on a compris que c'est pas un avion de ligne. Oui, voilà, c'est ça. encore beaucoup plus émetteur de CO2 qu'un avion de ligne, Ouais. forcément. Et surtout, ça coûte, en plus, ça coûte Et 5000 surtout pour balles. faire une image. Et surtout pour faire une image que tout le monde aura oublié le lendemain, quoi. Ouais. Donc en fait, au niveau du symbole, et on parlait tout à l'heure d'exemplarité, bah ouais, c'est hyper choquant pour plein de monde, quoi. C'est marrant parce que je pense qu'il aurait peut-être pu faire encore plus des plus belles images en mettant en scène son vote par procuration, On est quelques-uns à penser que ça aurait été classe de le faire. tu vois. Mais ça aurait été reconnaître qu'il avait fait une erreur ou qu'il aurait peut-être pas dû faire ça, et c'est pas le genre de la maison, je crois. Non, on s'excuse pas. C'est clair. Parlons un peu de l'avenir de Vert. Comment, voilà, donc vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous avez plein d'idées, etc. Comment elle va évoluer l'offre de Vert? Vous allez vous diversifier, recentrer, et pardon parce que j'aime bien faire plein de questions dans la question, c'est toujours compris. Comment vous allez évoluer sur la communauté? Parce que là, les gens donnent pour le moment, mais c'est comme ça. Est-ce vous allez travailler un peu ça? Alors, on a prévu de devenir mainstream l'année prochaine. Pour ça, on cherche 35 millions d'euros pour concurrencer le budget de CNews. Écoute, facile. Voilà, Pascal Pro est une autre de nos coqueluches Ouais, j'imagine bien. qu'on aime beaucoup. Oui, surtout qu'il dit beaucoup de bêtises sur l'écologie. Surtout que ouais, sur le climat, il est quand même corsé, quoi. C'est-à-dire que quand il fait froid, il dit qu'il n'y a pas de changement climatique parce qu'il fait froid. Donc on est à ce niveau-là de C'est compréhension ça, il du y avait phénomène. une émission où il disait non mais moi je viens de genre de Meaux ou je sais pas quoi. Oui, Là, c'est ce matin il faisait froid. Moins 3 degrés dans les Yvelines et vous parlez de changement climatique. Et il commence comme ça une interview avec Claire Nouvian de Bloom, qui est elle ultra experte de l'écologie. Ah sens oui, elle large. s'était fait un peu allumer. C'était triste. Ah, c'était une séquence de télé assez marquante pour beaucoup de gens, notamment je me pour elle. souviens. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, non, alors on va pas être mainstream tout de suite parce que on fait ça avec nos petits bras et avec des dons et avec des choses comme ça. Voilà, on n'a pas de gros actionnaires, l'argent ne rentre pas par paquet de 200 000 dans nos caisses. Donc ça fait qu'on a forcément des moyens un peu limités. Mais on sait très bien que si on continue comme ça, on va finir par grossir petit à petit. Donc on va la jouer en bon père de famille, entre guillemets, même si cette expression est très problématique. Oui, bon, ça va. au moins tout le monde la comprend. Exact. Et pour ce qui est de la communauté, alors justement c'est un truc qu'on a un peu négligé parce qu'on n'était pas très nombreux dans Vert et qu'il y avait personne pour s'occuper de ça, mais clairement nous on a envie de faire de plus en plus de choses avec nos lectrices et lecteurs. On organise de plus en plus d'événements. Là on a fait une soirée sur, justement on s'est creusé la tête sur comment mettre enfin le climat à la une des médias, avec Paloma Moritz, avec Céline Guivarch du GIEC, avec des citoyens et avec plein de nos lecteurs qui viennent. Donc on fait de plus en plus d'événements physiques où il y a plein de gens qui viennent, qui nous rencontrent, qui nous posent des questions et qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre. Alors nous on a toujours refusé de prendre du travail gratuit, donc il n'y a pas de bénévolat à Vert parce que voilà,
c'est notre déontologie aussi de pas faire bosser. T'as plein de gens qui proposent. Il y a plein de petits médias qui se gênent pas trop, des comptes Insta, des choses comme ça qui prennent du travail gratuit. Non, moi j'ai été journaliste précaire, donc je sais ce que c'est d'avoir du travail et de pas avoir du travail, d'être payé ou pas. Donc on fera jamais ça. Mais simplement, on a envie de faire de plus en plus de choses avec nos lecteurs parce qu'ils ont plein de trucs à nous apprendre, ils ont plein de trucs à nous apporter, ils ont plein d'envie. Et ils ont envie de porter le projet vert avec nous. Et donc, on va essayer de trouver des manières de les associer de plus en plus. Et là, par exemple, on va mettre toutes les archives de la newsletter sur le site. Aussi étonnant que ça puisse paraître, elles ne sont pas encore hébergées sur notre site. Et on réservera l'accès à nos donateurs. Là, ce sera un petit truc en plus pour eux, pour les invités. Et puis, pour en venir, je pense qu'on va... C'est pas encore officiel, mais je pense qu'on va essayer de faire un rendez-vous mensuel, genre une soirée à thème tous les mois où seront invités nos donateurs, ceux qui ont envie de faire communauté avec nous. Il n'y a pas de minimum de dons, c'est juste l'idée c'est de s'engager d'une manière ou d'une autre. Et on prendra, je pense qu'à chaque fois, un thème de société avec un ou une experte qui viendra nous en parler. Et puis on pourra causer, juste boire un verre, ce sera assez sympa, quoi. Sauf quand vous serez 10 000 ou 20 000. Ouais, on prend le Stade de France, quoi. C'est pas la même logistique, mais... Mais bon, c'est que tu auras les moyens si tout le monde a donné, quoi. C'est tout le mal que je te souhaite, ceci dit. Écoute, non, mais c'est top. Et je voulais juste voir, prendre un petit peu de hauteur sur un peu le rôle d'un média en période d'urgence climatique. Vous êtes tourné vers les actions concrètes. Une fois que tu auras fait un peu le tour de tout ça, est-ce que tu penses que dans 5 ans, tu auras encore des choses à dire, ou est-ce que ce média d'alerte, il a vocation à disparaître quelque part ? Eh ben écoute, si dans 5 ans la crise climatique est réglée, on en parlera, mais je pense que ça va durer quelques décennies, voire quelques centaines d'années. Non, en fait, le climat, là, on a tellement bousculé le climat que le truc va se dérégler pendant encore des dizaines, voire des centaines d'années. Donc il y aura du boulot, il y aura des choses à raconter. Tout va continuer de changer de plus en plus rapidement. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas clair que le changement climatique a déjà commencé, qui produit déjà des effets graves, y compris en France, qu'en 2018, 2019, 2020, 3 années de suite, on a battu le record de sécheresse agricole en France et qu'on pourrait faire encore pire cette année. Ouais, donc je disais ce matin dans le train, je crois que j'ai un village, je sais plus où en France, qui n'ont plus d'eau. La nappe phréatique est vide et ça fait 2 semaines qu'ils sont ravitaillés par camion-citerne. Ouais, voilà, donc tu vois en fait les absurdités dans lesquelles on est en train d'aller parce qu'il y a des graves dérèglements. En fait, c'est pas... On parle de réchauffement climatique, c'est pas que de la chaleur, c'est aussi trop d'eau à un endroit, pas assez d'eau à un autre endroit, des tempêtes là où il n'y en avait pas, etc. Et donc, en fait, tant qu'on n'arrête pas d'émettre du CO2 avec les énergies fossiles, globalement, le climat continue de dérailler. Donc, il y aura toujours et de plus en plus de boulot pour des médias comme les nôtres. Et surtout qu'on a un peu ce rôle de précurseur, entre guillemets, qui est que on va un peu plus loin que certains médias plus installés. On est un peu plus spécialisé de ces sujets-là. Donc notre but, notre mission d'information et de formation sur ces sujets-là, ça va durer un petit moment. Vous avez du boulot et du temps devant vous, quoi. C'est ça. Mais je discutais hier avec une fille qui est dans des mouvements citoyens et qui avait cette formule-là et que je pense qui pourrait faire mouche pour un jeune public notamment, qui est qu'on sera peut-être la première génération à mettre fin au changement climatique. Et ça, je trouve que c'est une perspective qui est hyper intéressante. Qui est réjouissante, quoi. Ouais. Donc on ne sait pas à quelle échéance, on ne sait pas comment et on ne sait pas combien de dégâts on va avoir fait avant. Mais c'est clair que nous, on est engagés pour ça. Et donc, Après, attention, votre génération, elle peut vivre longtemps aussi. Vous avez peut-être une espérance de vie de 120 ans, donc c'est peut-être... alors ça va dépendre de la température et de ce qu'on va pouvoir bouffer. Mais Exactement, ce sera... Je ne prédis pas un monde à la Mad Max, mais ça va pousser de moins en moins bien quand même. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Écoute, j'espère que vous aurez suffisamment d'impact pour que ça limite un petit peu tout ça et qu'on ne se retrouve pas dans un monde à la Mad Max. Est-ce qu'il y a un dernier truc, un truc cool que tu veux nous partager, que ce soit un documentaire, un livre, un podcast, un site web, n'importe quoi, un truc cool que tu as vu récemment que tu voudrais partager? Un truc cool que j'ai vu récemment, écoute, j'ai découvert un petit média qui s'appelle Vert et qui... Vert.eco. Non, tiens, j'ai feuilleté récemment, c'est les éditions Tana qui font ça, je crois, une série de bouquins qui s'appelle Fake or Not, et qui sont des bouquins hyper pédagogues sur des sujets hyper compliqués. Donc tout à fait ce qu'on essaie de faire, mais en format beaucoup plus long, mais c'est très bien imaginé, c'est avec beaucoup d'infographies, c'est très clair, et ils ont toute une série avec notamment un épisode sur la décroissance, qui est un mot extrêmement tabou en France, et parce que personne ne comprend ce que ça veut dire, et il y en a un sur l'énergie notamment, qui est très bien, on voit toute l'histoire de l'énergie, à quel moment on a commencé à utiliser des énergies fossiles,
quel est leur impact sur le climat, les renouvelables nucléaires. Et ça permet de déminer pas mal de débats autour de l'énergie qui sont quand même... aujourd'hui, personne ne comprend rien à l'énergie. Il y a des gens qui pensent que le nucléaire, ça émet du CO2 alors que ça en émet autant que des énergies renouvelables. Par contre, il y a d'autres problèmes avec le nucléaire qui sont pas souvent dans le débat, etc., etc. Ouais. Donc je vous invite à Fake or not. Fake or not, ouais. C'est une très bonne série. Juste sur la décroissance, un mot. C'est vrai que j'avais... Non, mais c'est intéressant et je sens un peu que tes yeux s'illuminent quand tu parles de décroissance. Et j'avais une question un peu sur ce que vous êtes lancé pendant le Covid. Et est-ce que les gens sont venus à ce moment-là? Est-ce que la période était un peu plus propice au ralentissement, etc. Alors ça me fait penser un peu à la décroissance. C'est quelque chose que vous prônez? C'est au-delà d'une solution qui permet forcément de moins polluer, ça fait partie, toi, et chez Vert, de quelque chose de fondamental, la décroissance. Tu penses que c'est la solution? Je te remercie de me filer cette question à 5 minutes de la fin, alors que c'est un truc d'une complexité abyssale. On a du temps. En gros, les penseurs de la décroissance ont créé ce mot-là parce que c'était un mot obus aussi fort que le mot croissance, qui est quand même un mot totémique à fond. Bien sûr. Voilà, qui a une aura incroyable et qui a un espèce de dieu qu'on suit comme ça. L'idée, c'était évidemment pas de faire que le PIB fasse l'inverse et donc aille vers le négatif, parce que on a tous compris que si on faisait ça, c'était la récession. La décroissance, telle qu'elle est pensée par un certain nombre de penseurs, parce qu'il y a plein de variantes en plus, sinon c'est pas drôle. Ouais. L'idée, c'est d'organiser la sortie du PIB comme indicateur, de redéfinir la notion de besoin, et donc de dire, est-ce que c'est pertinent, par exemple, de payer l'eau de la piscine le même prix que l'eau pour boire? Moi, je pense que non. Ouais. Je pense que quand on arrive à des étés de plus en plus secs, il y a un moment où ça devrait pas être le même tarif d'avoir l'eau vitale ou l'eau pour le loisir. Et surtout, une piscine individuelle, c'est quand même des centaines, voire des milliers de litres de flotte qui servent à rien d'autre qu'à barboter 5 heures par jour, quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de réinterroger nos besoins. Et en fait, le fait que le PIB bouge, décroisse ou recroisse, en fait, ça va être quelque chose qui va être indépendant de ça. Le but, c'est juste de vivre avec moins de biens, plus de liens. Ça, c'était un des premiers slogans de la décroissance. Et c'est de faire en sorte qu'on arrête de poursuivre le dieu croissance, parce que voilà, quand on mesure... en fait, c'est la manière dont elle mesure cette croissance qui a moins de sens aujourd'hui. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, schématiquement, plus le PIB monte, plus les émissions de CO2 montent aussi. Bah, on comprend bien que tant qu'on n'arrive pas à faire que les courbes suivent une trajectoire totalement différente, et ben on va à la catastrophe. Et le problème, c'est que plus on veut de croissance, plus on se contraint à avoir des émissions de CO2 en plus avec. Il n'y a que quelques endroits aujourd'hui sur Terre où les courbes se décorrèlent un peu, c'est le cas en France, mais à l'échelle mondiale, après la pandémie, donc c'était un moment où il y a une grosse décroissance du PIB, pas au sens forcé quelque part. Forcé. Tout le monde était là, ah bah vous voyez bien ce que ça fait la décroissance. Et les gens étaient là, mais à quel moment vous avez cru que la décroissance prônait le fait qu'on arrête l'économie et que tout se pète la gueule? Non, c'est évidemment pas ça. Et juste après la pandémie, donc au moment où l'économie repart, 6% de PIB en plus, 6% d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Ouais. Donc juste aujourd'hui, le PIB est complètement corrélé aux émissions de CO2, et donc il faut arrêter de suivre le PIB comme un indicateur pertinent. Il faut arrêter de dire que plus c'est mieux, et il faut juste dire que mieux c'est mieux, point. Ouais. Je vois bien l'intérêt, et après c'est absolument pas évident parce qu'on est évidemment depuis des années sur ce truc de croissance de PIB, etc. Et tu te dis, tu peux pas le transformer comme ça ne peut venir que par des petits ajustements. L'exemple que tu donnais de l'eau de la piscine, je sais pas quel grand changement il peut y avoir qui soit impactant vite pour tendre vers ça. Bah en fait, le truc, c'est que on va le faire de gré ou de force. Tout ce qu'on n'aura pas préparé, on va se le manger dans la tronche à la prochaine crise, type pandémie. Là, c'était bien. La pandémie a quand même montré qu'on avait un système hospitalier qui avait été laissé plus ou moins à l'abandon. Il faut quand même se rappeler que juste avant le premier confinement, l'hiver d'avant, tous les services d'urgence de France étaient déjà en grève depuis longtemps et ils n'arrivaient pas à absorber l'épidémie de grippe saisonnière. Donc on était déjà dans un truc comme ça. La pandémie arrive, évidemment, on était déjà à poil alors qu'il n'y avait même pas une pandémie mondiale. Donc forcément, on se le prend de plein fouet. Il y a énormément de morts dans les hôpitaux. Et on se retrouve avec des hôpitaux qui restent dans un état totalement délabré, avec rien qui est mis en place pour pourvoir à la prochaine crise. Et ça devrait être une leçon pour la crise climatique, en disant il faut à la fois qu'on réduise nos émissions et qu'on adapte le pays aux changements aux impacts qu'on va subir et qu'on subit déjà. Et au lieu de ça, on reste dans un truc de gestion de crise a posteriori, en disant non, en fait, nous, ce qu'on sait faire, c'est de la croissance. Donc,
Air France a perdu 7 milliards, on rend 7 milliards à Air France. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Au lieu de chercher à transformer et de saisir l'occasion. Comme de nombreux, notamment étudiants ingénieurs en aéronautique, demandent la décroissance du secteur aérien et la reconversion de plein de pans du secteur vers autre chose, des activités moins émettrices de CO2. Ouais. Et juste, pour l'instant, le gouvernement fait totalement la sourde oreille à ça. Comme sur l'agronomie, je ne sais pas si tu as dû voir, je dis agronomie, c'est peut-être pas le bon terme, mais à cette remise de diplôme où tu as plein d'élèves qui ont pris la parole justement en disant qu'ils ne voulaient pas de ce monde, cette industrie polluante, etc. Tu vois. Les étudiants d'AgroParisTech, oui, il y a un mouvement général, alors général, c'est difficile à dire, mais il y a un mouvement en tout cas qu'on observe dans de plus en plus de grandes écoles et d'écoles d'ingénieurs, de jeunes qui sont de plus en plus conscients des enjeux écologiques, qui se rendent bien compte que leur formation les mène à des exercices problématiques de leur métier, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'agronomie, effectivement. Globalement, aujourd'hui, l'agriculture industrielle française, mais pas que, est un accélérateur du changement climatique. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui se fait sur des terres hyper larges, on dit intensive, mais elle est extensive, qui artificialise des sols, qui en fait sont des sols qui sont morts, qui sont des sols qui sont entretenus artificiellement en vie avec des engrais et des pesticides. Dès qu'il y a un ravageur qui passe, il défonce tout puisqu'il n'y a plus aucun insecte, aucune aide naturelle qui pourrait venir lutter contre ce ravageur. Et à la moindre pluie, c'est des billards en fait, c'est des sols qui absorbent plus l'eau parce qu'il n'y a plus de végétaux dedans. Et donc ça crée des inondations. Et en plus, notre amour pour la viande réclame des surfaces terrestres monstrueuses. Les bovins, ils mangent du maïs. Et le maïs, c'est 2% des surfaces agricoles utiles françaises. C'est 50% de l'irrigation. Donc la moitié de l'irrigation de l'agriculture, elle est pour le maïs qui est pour les bovins. Ouais. Donc là, réinterroger la notion de besoin, on voit bien qu'avoir une piscine ou nourrir des bovins, c'est peut-être un peu con quand on commence à manquer d'eau. Ouais. Donc peut-être qu'on pourrait faire pousser, j'en sais rien, du soja, qui a le même apport en protéines que de la viande de bœuf. Oui, et pas pour nourrir les bovins, mais pour manger soi-même, parce qu'en fait... Qui prendrait 8 fois moins de place en termes de terre, et en fait, ça irait beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc il y a à la fois les consommateurs, mais il y a quand même aussi tout le système. Là, ce qui était intéressant avec ces étudiants, effectivement, c'est qu'ils interrogent le système qui est fait, et ils sont formés pour entrer là-dedans, entrer dans le moule, quoi. C'est ça. Vous avez du pain sur la planche. Et toi aussi. Ouais, on a tous du pain sur la planche. Là. Exactement, tu fais bien de le dire, moi aussi, parce qu'on est tous, on doit tous être acteurs, à défaut d'être spectateurs. Merci Lou pour ce passage et cette présentation de Vert. Donc je rappelle Vert.eco, on peut toujours donner. Les campagnes sont toujours ouvertes en fait pour soutenir, et on peut, si on n'a pas les moyens, s'inscrire gratuitement à la newsletter, suivre, on peut partager les articles, en parler autour de soi. C'est aussi une manière de nous soutenir, carrément. Exactement. Vert.eco. Merci Lou. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.